Le problème, c'est la médiocratie, c'est pas la médiocrité. La médiocratie, en quoi consiste-t-elle? En une injonction d'être moyen. Il s'agit de penser une moyenne opérationnelle pour que des gens marchent au pas en fonction d'intérêts bien précis. Il y a cette espèce de médiocrité qui vient de haut et qui se traduit par toutes sortes de phénomènes, notamment culturels. Ce qui distingue aujourd'hui un puissant, un notable de quelqu'un de la classe moyenne, c'est simplement que lorsqu'on va au même spectacle, on est mieux placé. C'est ça la théorie de la gouvernance liée. Vous êtes laissé à vous-même, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de cadre général, on est dans un ordre tout à fait ouvert et libéral. Et maintenant, si vous voulez exister, nouez un partenariat avec plus fort que vous, parce que la théorie de la gouvernance postule les inégalités. On nous prive du langage. On nous prive des mots qui nous donnaient une prise sur les choses. C'est ce qui explique qu'on soit autant angoissé. Ceux que je plains le plus, c'est les médiocres malgré eux. C'est des gens qui essaient de changer les choses de l'intérieur. Parfois, il est plus rassurant de s'essayer à quelque chose dont on ne maîtrise pas tous les termes ou tous les agencements que de s'en tenir à une voie qui nous mène dans le mur. Et puis, il y a les gens qui sont ouvertement critiques, là, dont j'essaie de faire partie, mais je pense que c'est ce qui vous intéresse ici. Et là, on risque beaucoup de choses. On risque des procès, on risque la marginalisation, on risque les polémiques, on risque le mépris, mais on gagne en dignité. Alain Deneau, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes docteur en philosophie, discipline que vous enseignez à l'Université de Moncton, au Canada. Vous êtes l'auteur d'ouvrages qui ont été très retentissants, y compris en France, comme La médiocratie ou Politique de l'extrême centre. Vous venez tout juste de faire paraître Faire que, l'engagement politique à l'ère de l'inouï, aux éditions Luxe. C'est véritablement un honneur de vous recevoir parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de vous voir en France. Et donc, on va saisir cette occasion que vous nous accordez pour faire, je dirais, un tour d'horizon de vos prises de position qui sont généralement éclairantes pour décortiquer le monde pour le moins dysfonctionnel qui nous entoure. Alors, on vous connaît, entre autres, pour avoir utilisé, pour qualifier nos systèmes, ce terme de médiocratie, qui a visiblement parlé à beaucoup de personnes et qui semble vraiment impérissable, puisqu'il est toujours autant mobilisé aujourd'hui sous l'ère Macron. Alors, pour commencer, c'est quoi un médiocre dans une médiocratie ? Déjà, je dirais un mot. J'apprécie la façon dont vous présentez l'ouvrage, parce qu'effectivement, il s'est agi pour moi, en écrivant La médiocratie, d'une esquisse conceptuelle, si vous voulez. Évidemment que j'ai fait avec sérieux, mais que je voyais comme un travail épisodique au milieu d'un chantier de recherche qui me semblait plus éminent, comme sur la justice fiscale ou sur le rôle des multinationales, ainsi de suite. Et j'ai fait ça, en colligeant des articles que j'avais écrits à gauche, à droite, qui tournaient autour de ce thème, évidemment en coiffant tout ça d'une introduction, en fusionnant les textes pour pour éviter les doublons, ainsi de suite, pour qu'il y ait une cohérence. Puis je crois qu'il y en a une. Mais quand même, je veux dire, spontanément, j'écrivais ce bouquin-là pour les copains. L'idée, c'était qu'on se marre un petit peu autour d'un phénomène de société face auquel on avait toujours été plus ou moins confrontés à un titre ou à un autre. Et là, ce livre-là reçoit un écho inattendu, se trouve traduit en plusieurs langues, fait l'objet d'un grand débat dans les grands journaux en Espagne, dans le monde arabe. Il s'est répandu comme une traînée de poudre. Et là, ça m'en a dit long sur un phénomène de société. Et j'ai insisté dans le livre sur ceci, que la médiocrité, contrairement à une sorte d'acception courante, populaire, la médiocrité, ce n'est pas ce qui est mauvais. C'est ça qui est important de concevoir. Il est difficile d'être médiocre. C'est beaucoup de travail à être médiocre. Et la médiocrité, dans notre langue, c'est le terme qu'on a retenu pour parler de ce qui est moyen. De la même manière que pour désigner ce qui est inférieur, on dit l'infériorité, supérieur, la supériorité. On ne dit pas la moyenneté, on dit la médiocrité. Et la médiocrité, c'est ce qui est moyen, puis
bon, nous sommes tous et toutes médiocres en quelque chose. On fait l'omelette moyenne, on a une connaissance moyenne de l'histoire allemande. Bon, c'est pas un problème. Le problème, c'est la médiocratie, c'est pas la médiocrité. La médiocratie, en quoi consiste-t-elle? En une injonction d'être moyen, hein, c'est-à-dire à exiger qu'on travaille dur pour arriver à un certain standard, parce qu'on ne veut pas de quelqu'un qui ne sait pas brancher les appareils, remplir le formulaire, parler convenablement aux gens, et ainsi de suite. Mais on ne veut pas non plus qu'on outrepasse les balises, hein, de la moyenne qui consiste à standardiser, à normer, à banaliser aussi, à rendre gris, beige, répétitif, prévisible les choses. Et là sont venues des images. Je me souviens beaucoup de ce que pouvait dire Jean-Luc Godard de la télévision. On filme quiconque de la même manière. Faire de la mauvaise télé privée, bon, ben c'est du boulot. C'est du boulot être médiocre. Bon, mais il ne faudrait pas que quelqu'un, tout d'un coup, se dise « Ah, tiens, si on utilisait cette lentille-là, si on filmait selon cet angle-là, si tout d'un coup on changeait... » Là tout de suite, on pressent déjà dans sa chair que ce sera mal reçu et qu'on va se faire, en fait, remettre entre ses clous. Bon, et c'est ce phénomène-là, tout simplement, qui m'a intéressé, mais qui m'a intéressé sur un plan sociologique, au fond. C'est dans quelle mesure, au fond, il y avait un impératif de la moyenne. Bon, mais ce qui m'a intéressé ensuite, c'est le statut de cette moyenne et l'histoire de la médiocrité. Quand on l'a fait comme ça, d'une manière plus littéraire, là, pas comme un historien chevronné, mais quand on repère ce que La Bruyère pouvait dire de la médiocrité, ou Nietzsche, ou d'autres, on se rend compte que la médiocrité, au 19e siècle, 18e, elle était identifiée, elle était utilisée, mais elle était méprisée. C'est-à-dire que le médiocre, c'était celui qui savait un petit peu se rendre utile auprès des grands, hein, pour faire les relais, pour, comme ça, on veut dire, faciliter des rapports. Mais on tendait vers, dans le discours, à tous les cas, vers des expériences fortes, vers des innovations, des tentatives, des essais. C'est ça qui stimulait l'esprit. Bon, et la médiocratie, quand elle est apparue, parce que c'est un terme qui appartient au 19e siècle, c'est quand tout d'un coup, on a vu l'essor, enfin, avec la modernité, la démocratie, l'essor du journalisme, les prétentions qu'avaient les gens de la classe moyenne à s'essayer à la politique, à la poésie, aux affaires. Et là, on se dit, attention, nous, bourgeois, nous, possédants, nous, dominants, nous voyons arriver une médiocratie, c'est-à-dire des gens moyens qui, tout d'un coup, occupent le pouvoir, ce que Flaubert a pu dépeindre durement, quoi. Bon, pouvoir Pécuchet, ainsi de suite. Et au 20e siècle, progressivement, le management, les médias de masse, créent au contraire un médiocre souhaité. C'est-à-dire qu'on élabore des modalités culturelles et des formes de savoir qui rendent les sujets interchangeables. On les souhaite comme tels. On remplace les métiers par des fonctions. On fait passer, au fond, les sujets au rang d'acteurs strictement fonctionnels, et la médiocratie, à ce moment-là, est prescrite. Hein, c'est-à-dire, la médiocrité est prescrite. Ce qu'on souhaite, ce sont des sujets interchangeables qui vont simplement être là où on les attend, dans de strictes fonctionnalités. Bon. Et aussi, en réfléchissant à tout ça, c'est le statut de la moyenne qui devient intéressant. Qu'est-ce qui est moyen, au fond? On rentre dans un domaine voisin qui est celui de l'extrême centre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est moyen? Qu'est-ce qui est moyen? C'est ce qu'on présente abusivement comme une moyenne. Ce n'est pas une moyenne scientifique. Hein? Et c'est là où il y a une différence là, entre, au fond, la moyenne et la moyenne au sens sociologique, la moyenne au sens idéologique, c'est qu'on a des pouvoirs qui arrivent à faire passer pour moyen un comportement type qui est en réalité induit et prescrit activement. Et on inculque l'idée que ce qui est ce comportement attendu des gens est une moyenne escomptée.
Il ne s'agit pas d'un travail de sociologue qui essaierait de voir qu'est-ce qu'il en est du rythme moyen du travail, si tant est qu'on laisse les gens travailler en fonction de leurs compétences et de leurs impulsions. Il ne s'agit pas de penser, au fond, au degré moyen de connaissance souhaitable quant à sa propre histoire si on veut être un citoyen actif. Il s'agit de penser une moyenne opérationnelle pour que des gens marchent au pas en fonction d'intérêts bien précis. Et comment cette tendance s'est diffusée dans toute notre société, et plus spécifiquement, puisque vous l'avez cité, mais très rapidement, dans les espaces de pouvoir? J'essaie de cerner un objet comme s'il était au centre d'un carrefour, en l'éclairant de différentes façons. Et je dirais que la question de la médiocrité et de la médiocratie, c'est la modalité. C'est-à-dire comment on nous amène à nous comporter sur un mode standardisé, puisque depuis le taylorisme, le fordisme et le management à grande échelle, il est souhaitable que nous soyons interchangeables. Bon. Du point de vue de la théorie, c'est-à-dire que ça, c'est la modalité opérationnelle. La théorie, elle relève de la gouvernance. La gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion hissée au rang de la politique, de façon à ce qu'elle remplace la politique. C'est-à-dire que, d'une manière critique et sérieuse, la gestion est pensée en tant qu'elle se soumet à un principe, qu'elle se soumet à un dessein. On gère en fonction d'une approche, d'une grille, d'une orientation. Et ça peut s'appeler en politique le socialisme, le libéralisme, le communisme, et puis on peut dériver vers d'autres courants. Et on gère en fonction d'un principe. Mais qu'est-ce qui se produit lorsqu'on gère, lorsque la gestion devient le référent? On ne gère plus en fonction d'un principe, on gère comme si gérer était la chose politique. Ce qui se manifeste dans une rhétorique électorale, en tout cas beaucoup en Amérique du Nord, ça a été le cas longtemps, où on disait aux gens, aux électrices et les électeurs, en fait, vous êtes les responsables d'un comité d'embauche et vous élisez la meilleure personne pour faire le travail, comme s'il n'y en avait qu'un. Et j'ai vu beaucoup de politiques, moi, lorsque je suis intervenu dans des commissions parlementaires, ainsi de suite, perdre complètement de vue ce qui était de l'ordre de leur propre rôle. C'est-à-dire ne plus se voir comme des politiques, mais se voir comme des super fonctionnaires, comme des gestionnaires qui devaient être au fait de toutes les données, de tous les rouages, de tous les protocoles, de tous les règlements, hein, comme si tout ne relevait plus que de la gestion. Et gérer prend la place de la politique. Et au fond, évidemment qu'on gère toujours en fonction d'un principe, en fonction d'une idéologie, mais celle-là reste tue du moment qu'on hisse la gestion au plan de la politique. C'est-à-dire qu'on n'a même plus à dire qu'on gère en fonction d'une approche néolibérale ou capitaliste, ainsi de suite. On se contente d'administrer, comme si c'était l'alpha et l'oméga de la politique. Et le terme gouvernance est en lui-même problématique. C'est dans le monde anglophone qu'on l'a récupéré lorsqu'on s'est mis à parler de la governance dans les théories de l'organisation privée, dans les écoles de management, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale sont apparues les multinationales, avec évidemment des filiales dans différents pays, un personnel extrêmement nombreux, des cadres, ainsi de suite. Et puis il fallait penser un petit peu l'équivalent dans le domaine de l'organisation privée. Il fallait penser la constitution de ce pouvoir. Qu'est-ce qui distingue en termes de droits et de devoirs le grand actionnaire, de l'administrateur, du cadre supérieur, du cadre intermédiaire, des simples employés, des syndicats, des fournisseurs, des clients, ainsi de suite, et la théorie. Et jusque-là, ça ne pose aucun problème. Mais Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Brian Mulroney sont des acteurs politiques qui ont tiré la gouvernance dans le champ de la politique et qui ont en quelque sorte étendu sa portée à peu près toutes les sphères d'activité publique, de sorte qu'on s'est mis à parler de gouvernance pour tout. Et la gouvernance, en quoi a-t-elle consisté? Au départ, à inverser le rapport, non plus à voir la théorie de la gouvernance comme une sorte de façon de penser le pouvoir dans un ordre privé qui concerne de grandes entités multinationales, mais de faire de l'État, au fond, une structure qui a à s'inspirer de ce modèle-là pour qu'il devienne efficace, fonctionnel, qu'on s'assure, tout ce qu'on va voir aux États-Unis avec Elon Musk sur un mode extrême, qu'on s'assure que chaque employé, comme ça, performe d'une manière optimale et qu'il n'y ait aucune dépense inutile
utile et qu'on soit au service de l'entreprise privée. Donc, du point de vue de la théorie, la governance, la gouvernance, hein, s'est imposée comme une sorte de référent théorique. Ce qui est terrible du point de vue de la pensée politique, parce qu'on a vu des termes disparaître. Parce que la gouvernance, c'est simplement le maître mot de tout un vocabulaire. Les parties prenantes, les intérêts, les clients, les partenariats, le développement durable, ainsi de suite. Et donc, on a perdu de vue le discours politique. Du moment que vous vous inscrivez sur le registre de la gouvernance, il n'y a plus de service public. Il n'y a que des prestations de type privé. Et même lorsque vous vous trouvez dans le service public, on va s'adresser à vous en tant que client. C'est vrai, vous êtes un client et nous, on vous fournit un service. Et ça ouvre la porte, évidemment, à la tarification, ainsi de suite. Est-ce que c'est une spécificité du monde politique qui verse facilement dans le réseau, l'entre-soi, ou est-ce que ça se trouve aussi dans les entreprises qui sont supposées, d'après le discours néolibéral dont on nous abreuve, hein, être plus sérieuses et plus fonctionnelles? Non, la médiocratie provient en premier lieu de l'autorité entrepreneuriale qui souhaite des sujets qui, sur le plan des opérations, se conforment, restent dans leur clou, suivent le protocole, se montrent interchangeables. C'est ce qui est vraiment exigé. Et le processus s'étend jusqu'à la vie psychique. Le management aujourd'hui rend fou, aliène. Là, pas sur le plan où pensait Marx, parce que Marx, quand il parlait d'aliénation, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'on est tellement plus rien qu'on s'aliène, on aliène sa force de travail, parce qu'aliéner, à l'origine, ça voulait dire céder. On ne cède plus un objet, on ne cède plus une horloge qu'on a construite ou un tableau qu'on a peint, on cède sa force, parce que c'est tout ce qui nous reste. Donc, l'aliénation, c'était sur le plan de la force de travail au sens énergétique, même. Bon, là, c'est plus le cas. Ce qu'on cède, c'est sa force psychique. On entre dans l'économie psychique. Lorsqu'on rend, ce qu'on cède, c'est sa joie, c'est sa motivation. Et c'est l'extrême centre a beaucoup insisté là-dessus. Hein. Macron, hein, dans ses meetings, hein, on ne siffle pas. Il faut être joyeux, il faut être motivé, il faut être dynamique. Et bien sûr, sur un mode implicite qui est celui du business, quoi. C'est-à-dire toute action qui permet de satisfaire le programme de ce régime dont on pourra parler. Et aussi sur le plan des émotions, sourire, être joyeux. Bon. Et la médiocratie consiste dans son déploiement, puis son organisation, au fond, obéir à un certain nombre de règles, comme celle-là, ou un certain nombre d'orientations, mais aussi à comprendre tout un jeu qui est dessus, qu'il faut faire sien, mais dont on ne doit pas expliciter les règles. Vendre un piano à quelqu'un qui ne sait pas en jouer en le convainquant que ça va lui faire un bel aménagement, vendre des médicaments à un malade imaginaire qui n'en a pas besoin, vendre des produits d'assurance à des personnes âgées qui en bénéficieront jamais. Et savoir que ça ne se fait pas, mais c'est le jeu. Qu'est-ce que tu veux? It's the game, yo. Hein, c'est le jeu. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se joue, qu'on ne dit pas, dans un management de plus en plus violent, où on va embaucher des consultants qui ont pour rôle, à une fréquence régulière, aux 6 mois, aux 3 mois, congédier 5% du personnel en le faisant craquer pour s'assurer que tout le monde marche serré et essaie de comprendre. Et chez David Graeber, il y a des belles pages là-dessus où il montre, par exemple, que si on travaille dans un grand restaurant et que plus rien fonctionne, les patrons ne savent pas nécessairement pourquoi. Il y a quelqu'un qui va descendre de l'étage, faire engueuler tout le monde, il va remonter, puis c'est le personnel entre lui qui va se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que ça tourne mal. Et finalement, on ne demande plus rien à un personnel. On lui donne des cibles, on lui donne des objectifs, on formate un peu son comportement. Et à l'intérieur de ça, on lui dit débrouille-toi, organisez-vous entre vous pour que finalement on arrive à ces résultats-là.
très souvent en disant aussi, ce qui permet de dire je ne le savais pas, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai demandé. Enfin, c'est toutes ces facettes-là du travail qui m'ont intéressé dans la médiocratie. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors, justement, il y a une sorte de transformation totale du rapport à la production, au travail. Tout semble remplacé par le discours, les apparences. Et au final, est-ce que ce n'est pas ces gens qui travaillent le moins qui nous demandent de travailler plus? Ça dépend de ce qu'on entend par travailler. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on entend par travailler? Parce que c'est là où la médiocrité gagne tout le monde. Parce que on pourrait toujours dire, le chef d'entreprise, il travaille dur. C'est pas vrai qu'il est simplement un parasite qui joue aux fléchettes dans son bureau, comme on le voit plus ou moins dans les temps modernes de Charlie Chaplin. Il se fait du souci aussi. Il cherche des débouchés, il cherche à séduire, il cherche à convaincre des politiques, à obtenir des meilleurs droits de douane, à soutenir des candidats à des élections, sur un mode formel ou informel. Le chef d'État, c'est la même chose. Bon, mais qu'est-ce qu'on entend par travail? Je veux dire, est-ce que ce travail-là a du sens? Est-ce que ce travail-là n'est-il pas lui-même médiocre? Et des fois, c'est qu'on voit que le poisson pourrit par la tête, quoi. C'est-à-dire que ce qui caractérise la médiocrité, c'est de ne plus savoir pourquoi on fait ce que l'on fait, de ne plus se soucier de son sens, de ne plus faire preuve d'un minimum d'envergure, d'un minimum de dignité. C'est ça la médiocrité. La médiocrité, finalement, c'est de se contenter de peu, c'est de faire son taf. Hein. C'est la fameuse image de Charles Péguy, où il y a celui qui travaille sa pierre comme ça, en disant « il faut que je nourrisse ma famille », et ainsi de suite. Puis l'autre qui se dit « je construis une cathédrale ». C'est le même acte, mais il y a celui qui est médiocre et il y a celui qui fait quelque chose de grand. Il construit une cathédrale, c'est-à-dire qu'une visite, il sait pourquoi il le fait. Puis il le ferait peut-être pas si c'était pour construire quelque chose envers quoi il s'inscrit en faux. Bon, donc là, on a une différence quant au sens. C'est ça qui distingue un médiocre de quelqu'un qui ne l'est pas, quoi. C'est quelqu'un qui confère du sens et qui le fait parce qu'il réfléchit ce qui l'intéresse, ce à quoi il se consacre. La politique pourrait renvoyer à ça. La politique ou les chefs d'entreprise. Combien de chefs d'entreprise nous donnent à penser qu'au fond, la question climatique, la question de l'extinction des espèces sur un mode inédit, les préoccupe, au fond. Ils vont tous nous le dire, hein, de toute façon, les professions de foi, pour ça plus ou moins honnête. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes médiocres. Hein, ça fonctionne comme ça, il faut jouer le jeu, il faut se plier, il y a des paramètres, on ne peut rien faire. Hein. Le monde est comme il est, comme puissant, on ne contribuait pas à le façonner tel qu'il est. Donc il y a cette espèce de médiocrité qui vient de haut et qui se traduit par toutes sortes de phénomènes, notamment culturels. Ce qui distingue aujourd'hui un puissant, un notable de quelqu'un de la classe moyenne, c'est simplement que lorsqu'on va au même spectacle, on est mieux placé. Mais on ne cherche même plus à se distinguer quant à ce qui caractérisait jadis ce qu'on appelait l'élite. C'est-à-dire, on a cultivé un savoir, des goûts, des connaissances, des compétences que nous seuls avons parce que nous sommes l'élite. Et il y a les médiocres qu'on redoute parce qu'il ne faudrait quand même pas partager ce savoir-là. Il faut le garder, on dirait, exclusif. Et donc, la médiocratie au 19e siècle, c'était la peur de voir ces gens moyens tout d'un coup se mettre à lire aussi. Puis les ouvriers, comme Jacques Rancière le montre, les ouvriers se mettent à lire, se mettent à faire de la politique, se mettent à écrire de la poésie, se mettent à se cultiver, à comprendre l'histoire, comprendre d'où ils viennent. Et donc, mais il y a eu comme une sorte de déplacement où on a, surtout en Amérique du Nord, je veux dire, des dirigeants qui assistent au même concert donc commercial ou au même événement sportif, mais en étant dans des loges d'entreprise plutôt qu'en étant au dernier banc, quoi.
Alors, vous n'êtes pas tendre aussi avec le monde de l'université, dont vous identifiez un mode de fonctionnement proche du néolibéralisme. Il y a une novlangue universitaire, il y a un rejet des idées de rupture en général, il y a une organisation quasi-entrepreneuriale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Ben, ce qui a miné l'université, d'abord en Amérique du Nord, puis ici aussi avec bon, le traité de Bologne et l'évolution presque entrepreneuriale de l'université, c'est toute la question des quêtes de subvention et de la distinction des chercheurs, des professeurs entre eux en fonction de la capacité des uns et des autres à se doter de budgets de recherche importants qui peuvent reposer parfois sur autre chose que les strictes compétences ou la pertinence. Mais là où on est, où finalement l'université qui, bon, l'université se trouve au fond à se plier à la logique de la gouvernance, c'est-à-dire à s'administrer en fonction des contingences de l'époque, c'est-à-dire la capacité à nouer des partenariats avec plus fort que soi. C'est peut-être la meilleure définition de la gouvernance. C'est comment nouer des partenariats avec plus fort que soi pour exister en fonction du pouvoir que le plus puissant nous confère en nous acceptant comme partenaires, ce qui vaut aussi pour les ONG, ce qui vaut pour les syndicats, ce qui vaut pour toutes sortes de structures. C'est ça la théorie de la gouvernance liée. Vous êtes laissé à vous-même, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de cadre général, on est dans un ordre tout à fait ouvert et libéral. Et maintenant, si vous voulez exister, ben, nouez un partenariat avec plus fort que vous, parce que la théorie de la gouvernance, telle que je l'ai lu ici ou là dans des organones, postule les inégalités. On part inégaux. Les idéaux d'égalité, ça, c'est pour les faibles idéalistes, quoi. Bon. Donc, on a un contexte comme ça où les universitaires changent de tutelle historiquement. Parce que dans les belles années que décrit Humboldt ou Chomsky, quant à l'université a une tutelle qui est l'État et qui consiste à dire « laissez-les travailler, eux, dans cette espèce de sphère » qu'on a pu associer parfois à la tour d'ivoire, ainsi de suite, mais ce qui n'était peut-être pas trop mal non plus. Je préfère peut-être une tour d'ivoire qu'une entreprise. Laissez ces gens-là farfouiller. Ils ont une vocation, faisons leur confiance. S'ils ont lu autant de bouquins dans leur vie, ce n'était pas juste pour frimer. Là. Il y a bien quelque chose qui les motive. Laissez-les chercher. Ils vont nous arriver avec des trucs, puis ça pourrait être utile ou pas socialement, ainsi de suite. Encadrons-les, évidemment, pour qu'il n'y ait pas trop de dérives, ainsi de suite. Évidemment, tout ça, ce n'est pas produit comme je le décris, c'était plus un principe. Après, il y avait toutes sortes de rapports d'influence, mais néanmoins, il y avait cette espèce d'idée qui constituait la tutelle de l'université. Parce que l'université, elle n'est jamais sans tutelle. Elle ne peut pas fonctionner toute seule. Elle ne produit rien qui, sur un plan commercial, peut lui donner une autonomie budgétaire et financière. Donc, il faut toujours qu'elle ait une tutelle. Ça a été l'Église auparavant, c'était l'État libéral bourgeois de la modernité. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise. C'est-à-dire que c'est par un lien qu'on instaure avec l'entreprise, en lui vendant des résultats de recherche, on va se trouver à exister comme chercheur, mais évidemment avec un cahier des charges. Les choses sont assez subtiles pour qu'on ne produise pas bêtement des données que l'entreprise souhaite, mais on ne mord pas la main qui nous nourrit non plus. Donc, si on se retrouve à avoir un commanditaire, ça peut être une entreprise qui est engagée dans la loterie, ça peut être une institution dans le domaine du spectacle, ça peut être une organisation dans le domaine de la prospection minière. Dès qu'on a un contrat comme ça et qu'on a à produire des données, mais évidemment, on va baliser sa recherche de façon à fournir des données qui satisfassent le client, lequel a toujours raison. Donc, on est dans une sorte de logique comme ça où la recherche constitue une marchandise. Et il y a un encouragement à cela. Puis les États se désengagent de plus en plus, comme dans tous les secteurs, en invitant les universités à constituer une grande partie de leur budget à partir de contributions privées. Et vous avez ensuite, je veux dire par exemple, à l'École polytechnique de Montréal, on a eu pendant un certain temps quelqu'un qui provenait d'une filiale de Total pour diriger l'école en souhaitant que ce soit de plus en plus des gens de l'entreprise, des experts des entreprises qui viennent directement enseigner. Donc ça, c'est une première marchandisation du savoir. C'est la production de savoir qui est une marchandise, mais aussi, il y a une deuxième marchandise qui est moins évidente, c'est l'étudiant.
l'étudiante et l'étudiant qui s'inscrit à l'université se fait dire qu'elle investit dans sa matière grise, elle investit dans un savoir parce qu'elle va avoir un titre, un diplôme qui va lui permettre d'être concurrentielle sur le marché du travail plus tard, quand viendra le temps de demandeur d'emploi pour constituer de la ressource humaine dans une entreprise qui parle dans ce langage-là, qui est pour moi injuriant. Bon, mais en fait, ce qu'elle ne sait pas, cette étudiante-là, ou ce que ne sait pas cet étudiant, c'est qu'en s'inscrivant, en payant cher, surtout dans les universités nord-américaines, en apprenant un savoir qui est de plus en plus orienté, qui est de moins en moins libre, qui confère de moins en moins d'autonomie à la pensée, et qui vise de plus en plus, sous la forme de stage et de rapport avec l'entreprise, à être opérationnel dès qu'on est en situation de travailler, c'est que cette personne-là constitue une marchandise elle-même. Et c'est Guy Breton, qui est un recteur de l'Université de Montréal, que je cite dans La médiocratie, qui avait dit à peu près la phrase de Patrick Lelay par rapport à TF1, là, qui avait dit, voilà, que TF1 vend du temps de cerveau disponible. Ben, presque au même moment, ce recteur-là disait, l'Université de Montréal vend des cerveaux adaptés au monde de l'entreprise. Et au fond, ce qu'on produit, nous, c'est de l'étudiant, enfin de l'étudiant diplômé qui est adapté aux attentes d'un marché, d'entreprise, lesquelles entreprises, d'ailleurs, sont au conseil d'administration de la structure. Est-ce que cette logique de médiocratie se retrouve aussi dans les grandes écoles qui forment nos élites? Ben, d'autant plus, je ne serai pas très long là-dessus parce que je reprendrai l'argumentaire, mais d'autant plus, et d'ailleurs le projet social-démocrate de l'université, qu'on a pu vanter puis élaborer dans les années 60-70, visait à élargir le champ des compétences pour que nous nous donnions comme société, des citoyennes, des citoyens, formés, éclairés, critiques, actifs. Ce qu'on constate, là, c'est une concentration de l'effort pour créer ces experts qui vont être utiles aux grandes entreprises en se moquant bien du degré de connaissance moyen voilà, qu'on pourrait obtenir chez des gens chez qui la moyenne serait peut-être autre chose qu'une simple médiocrité fonctionnelle, mais serait au fond un standard pertinent pour commencer à débattre, ce qui nous éviterait peut-être d'abonder dans toutes ces théories du complot aujourd'hui qui tiennent lieu de pensée critique parce qu'il y a un manque au fond, de rudiments. Bon, mais je me souviens d'une première ministre chez nous qui avait dit, d'une manière faussement tautologique, mais qui était plus une forme d'induction, qui avait dit les droits d'inscription à l'université sont élevés parce que de toute façon, ce sont les bourgeois qui vont à l'université. Bah, moi, c'est clair, je veux dire. Et donc, c'était déjà une façon de priver d'accès des filles, des fils d'ouvriers ou de gens qui... moi, je suis vraiment ravi dans ce petit campus de Shippagan où j'enseigne dans la péninsule acadienne d'être souvent en face de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont les premiers de leur famille à étudier. Bon, c'est rare, c'est précieux, ça existe encore. Et évidemment, quand on se réfère à la notion du partage des intelligences de Rancière, bien sûr que la forme n'y est pas toujours. La culture familiale non plus n'y est pas toujours pour nous présenter finalement des gens formatés, finalement prêts à avancer dans un parcours qui est déjà tracé dans leur tête. Mais cela nous donne lieu à des rencontres où une intelligence plus rugueuse, plus fruste, mais plus prometteuse, plus inventive, se présente à nous. Et est-ce qu'à force de dénaturer le sens des mots, de créer des oxymores, comme vous le dites très bien dans votre dernier livre, et de faire semblant de faire, on ne crée pas un système politique et économique qui est totalement schizophrénique et qui nous échappe totalement? Le propre de la gouvernance, on nous prive du langage. On nous prive des mots qui nous donnaient une prise sur les choses. Et c'est ce qui explique qu'on soit autant angoissé aujourd'hui. C'est cette perte de mots qui nous donne une prise sur les choses d'une manière lucide. En se disant, voilà, là, j'ai en tête, moi, ménagère, moi, coiffeuse, moi, balayeur de rue, peu importe, moi, universitaire, moi, sur le plan de la vie politique, qui est un espace commun, j'ai des termes qui me permettent d'aborder le réel, de le traiter,
d'en penser quelque chose. Mais du moment que je suis soumis à une langue de bois à flux tendu, sur des chaînes d'information en continu, du moment que des idéologues, des sémanticiens, des professionnels des relations publiques et du marketing me mettent dans le ciboulot des termes qui me désorientent, qui sont insignifiants, qui me trompent, qui permettent à ceux qui me persuadent de leur utilité de gagner du temps. Je ne sais plus m'orienter et donc je deviens angoissé. L'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est un affect, une émotion qui ne renvoie à aucun objet intellectuel, aucun dessin. Je suis mal à l'aise, je suis dans un monde, je vois bien qu'il va mal et qui comporte énormément de problèmes. Mais ces problèmes, je n'arrive pas à les penser. Je suis mal à l'aise. Vous pouvez être extrêmement inquiet lorsqu'on voyait poindre la menace de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. Néanmoins, il y avait ne serait-ce que le terme pacifisme qui pouvait être structurant pour tenter d'éviter le pire. Et il était colporté, ce terme. Il existait, ce n'était pas l'affaire de Frange ou de... Bon, Jean Jaurès, bon. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque le vocabulaire dont on dispose a été créé presque dans une logique de vandalisme, précisément pour nous dérouter? Le développement durable, c'est la pire des expressions. Parce que cette expression-là a été créée en 1987 par le rapport Brundtland, soufflé par Maurice Strong, et d'autres, là, comme ça, d'autres sémanticiens, pour couper court à la critique écologique, qui s'était amorcée, elle, dans le domaine public, on pourrait dire en 1972, avec le rapport Meadows, les limites à la croissance du Club de Rome. J'en profite d'ailleurs, parce que vous le citez, pour vous mettre en lien. On a interviewé Denis Meadows il y a quelques mois. Vous pouvez aussi vous référer à cet entretien pour se remettre dans le contexte de l'époque. Formidable. Le rapport Meadows faisait trois choses. C'est modéliser des scénarios. On se dit, si on continue comme ça, on va se heurter à des limites, parce qu'on ne peut pas comme ça produire du plastique et le jeter à l'infini. On ne peut pas émettre comme ça des tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puis s'imaginer qu'il ne se passera rien. Donc, il faut quand même anticiper ce qui va nous en coûter. Et l'hubris dans lequel on est engagé. Donc, c'était une première chose. Mais surtout, deuxième chose, c'était de militer pour une sustainable society, une société viable. Je le dis en anglais parce que tout a été pensé en anglais, puis on a des gros problèmes de traduction quand on se met à parler en français, avec toutes sortes de calques et d'anglicismes. Bon. Et la troisième chose, c'était de faire du développement l'objet de la critique. L'objet. Le développement, c'était l'objet. On critiquait le développement par rapport à tout ce qu'il avait généré depuis quelques décennies, depuis qu'en 1949, on avait lancé le mot, Harry Truman, c'est-à-dire la corruption, du saccage, des guerres, des maladies, des expropriations, ainsi de suite. C'était ça, le développement devenait synonyme de ça, surtout en Afrique ou en Amérique du Sud et ailleurs. Le tour de passe-passe auquel le rapport Brundtland, la commission Brundtland a procédé, c'est de faire passer le développement du statut d'objet au statut de sujet. Tout d'un coup, le développement devenait le moteur. Non plus l'objet de la critique, mais le sujet de l'action. On est passé de l'objet au sujet. Et c'est très subtil, parce que le mot, c'est simplement changer de place dans la phrase, si vous voulez. C'est par lui qu'on commence. Et on l'adjective. Il est durable, il est social, il est humain, il est bon. Et le développement est devenu ce par quoi l'écologie devait se penser. Et le texte sous-jacent de la création de cet oxymore, à savoir que le qualificatif, en fait, redonne un peu de tonus et un peu de légitimité au substantif qui, lui, est péjoratif. Le développement faisait l'objet de beaucoup de critiques à l'époque. L'oxymore a pour texte sous-jacent la parole de PDG qui diront « Oui, c'est vrai, amende honorable, on a pollué abondamment, mais qu'est-ce qu'on s'est enrichi? On en a fait du fric pendant ce temps-là. Et ça tombe mal parce que si on veut s'occuper du climat avec la perte de biodiversité, il va falloir du capital. Et c'est nous qui l'avons. Et donc, l'écologie va passer par le développement durable.
Évidemment, ça sera du marketing, ça sera à la marge, mais on va mettre beaucoup l'accent sur ces petites initiatives qu'on a à la condition qu'elles soient rentables. Bon, et là, on va générer des parcs de tours éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des voitures électriques, des batteries de pointe, ainsi de suite. Bon. Mais on voit qu'il y a un déplacement qui rend la personne qui a utilisé ce vocabulaire-là angoissée. Parce qu'on voit bien que ça, c'est pas crédible, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Même chose avec le capitalisme vert, la géo-ingénierie, la transition énergétique. Et je sais que vous avez reçu Jean-Baptiste Fressos, qui est une addition énergétique, une addition qu'il va falloir payer aussi. Hein? C'est-à-dire qu'on est face à des termes qui empêchent la pensée. Et c'est là où on est dans une époque orwellienne. Mais subtil, là, c'est pas la guerre, c'est la paix. Parfois, ça peut l'être. Mais parfois, ça peut être un peu plus fin. Et là, tout d'un coup, on ne va pas créer un terme qui dit son contraire, mais qui fait déraper la pensée, qui l'amène à se perdre. Alors, à partir du moment où on s'éloigne du réel, ça devient compliqué aussi d'évaluer la valeur des choses. Et pour ça, le marché a trouvé une solution, puisque l'argent devient plus qu'une monnaie, ça devient aussi un agent d'évaluation de toute chose. Que pensez-vous de notre rapport à l'argent ? Je suis sensible à ce qu'en a dit Georg Simmel dans La philosophie de l'argent ou dans des textes plus courts que j'ai traduits, L'argent dans la culture moderne ou La psychologie de l'argent, à savoir que l'argent a pu être une création féconde dans l'histoire de la culture. C'est notre plus vieil ordinateur. Il permet, si on considère les faits de valeur entre eux, c'est l'idée qu'une paire de chaussures, un lot de blé, un livre et quoi encore a une valeur intrinsèque, une valeur d'usage. L'argent a été, à partir progressivement du Moyen-Âge, c'était un média pour mettre en relation des faits de valeur entre eux, pour faire l'économie de toute une réflexion qui n'en finirait plus s'il fallait troquer tout le temps la moindre chose en parlementant 107 ans pour savoir, au fond, quel est l'équivalent. Au fond, la valeur de l'argent, c'est de faire l'économie d'une réflexion sur un mode, parfois, d'ailleurs, tout à fait opaque. Hein? C'est-à-dire, on fait comme si ça fonctionnait. Bon, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est à la condition de faire comme si on pouvait trouver des équivalents réels. Et donc, l'argent a permis la comparabilité, la compatibilité, la comptabilité de faits de valeur hétérogènes entre eux. Le problème, c'est quand il devient tellement utile, il devient tellement efficace, non pas seulement pour penser la valeur, les faits de valeur, la valeur intrinsèque aux faits et aux choses, mais quand il permet d'y accéder, il est tellement utile parce qu'il ne suffit plus que de mettre de la monnaie sonnante et trébuchante sur un comptoir pour accéder à ce qui est séparé de soi, dans ce qui fait la valeur d'une chose, hein, sa valeur marchande dans tous les cas. Il est tellement utile comme moyen qu'il devient même... Le mot moyen devient son synonyme, avoir les moyens. Bon, c'est un méta-moyen, c'est un super moyen, comme disait Simmel. Et c'est un moyen tellement efficace qu'il devient un méta-moyen, le moyen de toute chose, et il finit par passer dans l'esprit du commun comme étant ce qui a la valeur, ce qui est empreint de valeur. Bon, et c'est ce qui fait dire à Simmel, au moment de la Première Guerre mondiale, la seule bonne chose de cette guerre-là, c'est qu'avec les coupons, elle nous fait prendre conscience que la valeur est dans la farine, elle est dans les œufs, elle n'est pas dans le signe. Bon. Et ça entraîne quoi, cette culture de l'argent, où l'argent finit par passer dans les esprits pour ce qui a la valeur, ce qui est la valeur? Ben, c'est une culture cynique. C'est une culture qui produit toutes sortes de pathologies. Le cynisme, le désabusement, la cupidité, l'avarice. Parce qu'on croit que dans l'argent, il y a une sorte de puissance qui contient tout. Et c'est là où Simmel, dans des textes qui, à l'époque, passaient pour féministes, qui n'ont pas nécessairement toujours bien vieilli, mais qui étaient salutaires en son temps, explique un phénomène comme la prostitution, où ce n'est que par l'argent qu'on peut en quelque sorte distinguer, au fond, une prestation, disons-le comme ça, et une prédation, enfin une acquisition, sur un mode extrêmement froid. Parce que l'argent permet en quelque sorte de sélectionner ce qui fait la valeur et de permettre une transaction sans que, au fond, les acteurs
en cause soit concerné. On sait qu'on avait déjà des analyses du genre chez Marx que Simmel a lu, mais il étend cette conception-là de la valeur à des réalités sociales et culturelles davantage que Marx. Bon, sans être marxiste lui-même, parce qu'il est plutôt une sorte de bourgeois éclairé à la Steffenzweig, comme on en avait au début du XXe siècle. De la médiocratie découle assez logiquement une politique de l'extrême centre. Alors, on a eu la chance de recevoir Pierre Cernat à l'origine de ce concept, on vous met aussi le lien, et qui est venu nous offrir sa vision. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène de l'extrême centre qui est très bien incarné, semble-t-il, par la figure d'Emmanuel Macron? Parler d'extrême centre, ce n'est pas situer une prise de position sur l'axe gauche-droite, c'est supprimer l'axe gauche-droite au profit d'une position qui passe pour la seule valable, la seule envisageable, au risque sinon de se mériter des sobriquets dont est capable de produire des médias influents qui nous soutiennent. L'extrême centre a besoin de conditions de possibilités d'ordre médiatique précises. Bon, et lorsque vous êtes d'extrême centre, vous êtes extrémiste pour au moins deux raisons. La première a trait au programme. C'est un programme violent. C'est un programme écocide. C'est un programme inégalitaire. C'est un programme impérialiste. Hein, que ce soit sur le plan de la gestion du discours, des symboles. Mais c'est une position qui a, au fond, le luxe de se faire passer d'une manière tout à fait factice, comme étant centriste, pondérée, équilibrée, moderne, raisonnable, rationnelle, normale, disait l'autre. Hein, donc, c'est une façon de faire passer pour normal et nécessaire un programme tout à fait discutable en réalité. Plus de bénéfices pour les multinationales, plus de dividendes pour les actionnaires, toujours plus d'accès aux paradis fiscaux, réduction du travail à la précarité, moins d'investissement de l'État dans le social, et quoi encore? Bon, réduction de l'écologie politique à du verdissement. Bon, ça, c'est le programme. C'est un programme. Mais plus vous vous alignez sur ce programme-là, plus vous méritez les épithètes médioratives. Plus vous vous en éloignez, plus vous devenez fou, furieux, radical, extrémiste, complotiste, choisissez-les. Et ça marche. La deuxième chose qui caractérise l'extrémisme de l'extrême centre est plutôt d'ordre moral, c'est l'intolérance à tout ce qui n'est pas soi. Et c'est ça qui caractérise l'extrémisme. Ce n'est pas la position du curseur sur un axe, c'est une attitude. Être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éborgner des manifestants, arracher des mains, mépriser son propre peuple quand on est à l'étranger. Ça veut dire dire des gens dans une gare qui n'ont pas réussi en fonction de son propre modèle, qui sont rien. Dire de gens qui ne veulent pas adhérer aveuglément à des mesures sanitaires publiques qui ne sont plus des citoyens. Antérieurement, ça a été préconisé à la déchéance de nationalité quand on en avait deux en fonction de critères discutables aussi. C'est ça l'extrême centre. Hein, c'est la capacité qu'a un pouvoir de se présenter comme raisonnable et nécessaire sur un mode autoritaire, alors que tout ce qui est en jeu devrait être sujet à débat. Et on essaie d'empêcher ce débat-là, précisément. Et c'est là où on entre dans un moment extrémiste. J'apprécie beaucoup le travail historique de Pierre Cernat sur le côté girouette. Là, je reconnais beaucoup, évidemment, les radicaux au XXe siècle, qui étaient effectivement, qui soufflaient le chaud, le froid. Tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le dispositif sémantique des pouvoirs d'extrême centre permettent finalement de donner leur juste. Il ne s'agit pas d'être girouette. On a pu l'être chez certains socialistes là, dans les décennies précédentes. Mais je veux dire, moi, que ce soit François Hollande ou Emmanuel Macron, ils ne m'étonnent pas. Hormis peut-être le discours du Bourget, qui était tellement clairement une opération de marketing. Ils ne nous étonnent pas. Quand quelqu'un se présente en disant « en même temps », il se permet déjà tout. Il ne s'agit pas de dire un jour quelque chose et le lendemain le contraire. C'est qu'il s'agit en fait de présenter une vision comme étant la seule valable. Et c'est là où il y a quelque chose d'extrémiste, aujourd'hui, à l'extrême centre.
puisque vous parlez d'eux, aujourd'hui, on a l'impression que la gauche a perdu tout son sens. On entend par exemple, ce sont maintenant des libéraux nous dire qu'ils sont de gauche, comme si vous voulez nous faire croire qu'être de gauche, c'est défendre l'individualisme. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimais bien la petite phrase d'un professeur que j'ai eu en philosophie ici, Patrice Leroux, qui disait « Une politique de gauche est une politique qui ne sait pas où elle va ». Ça ferait un très mauvais slogan de campagne électorale. Mais ce que ça disait, en fait, c'est que la gauche, elle doit s'essayer à quelque chose. Elle doit s'essayer. Parce que parfois, il est plus rassurant de s'essayer à quelque chose dont on ne maîtrise pas tous les termes ou tous les agencements que de s'en tenir à une voie qui nous mène dans le mur. Je me suis intéressé beaucoup à ce que j'ai appelé « la gauche mais pas ». On est de gauche, mais bon, évidemment, quand même pas léniniste. Bon, puis on est de gauche, mais pas pour les nationalisations. Puis pas vraiment hospitalier. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Puis on est de gauche, mais bon, quand même, il faut un petit peu de privé dans la culture, puis un peu de privé dans l'éducation. Puis il faudrait quand même un peu de privé pour soutenir l'État dans ses dépenses, avec évidemment des remises en termes fiscaux, bon, avec des avantages. Bon, on est de gauche, mais quand même pas pour hausser le taux d'imposition sur le revenu des sociétés. Il faut quand même les attirer. Puis on est de gauche, mais on ne va quand même pas résister à l'Europe, qui est, elle, ultra-libérale. On peut être comme François Mitterrand, libéral en Europe, puis prétendument de gauche à l'intérieur de ses frontières. Et cette gauche, mais pas ceci, mais pas cela, devient, au fond, une droite, mais de gauche. C'est-à-dire une sorte de... avec, au fond, des décorations, les emplois jeunes, bon, des petits trucs comme ça. Bon. Mais ce qui m'a étonné, moi, c'est l'aphasie de la social-démocratie à travers toutes ces compromissions, au point où elle a complètement perdu sa langue, à force de simplement décorer des politiques ultralibérales avec des mesurettes. On a désappris à parler. Il n'y a plus de langue social-démocrate, qui ne serait pas, moi, mon parti pris premier, mais qui compte quand même dans l'éventail politique. Et c'est une perte aussi pour le public, parce que cette gauche social-démocrate, qui pouvait, bon an, mal an, exister avec un discours, avec une culture de l'État, avec un discours qui n'est pas celui de l'entreprise appliqué à l'État, comme le prescrit la gouvernance, mais qui est un discours propre à l'État, pouvait permettre, au fond, l'espoir de compromis, toujours insatisfaisant, mais néanmoins qui marque des petites avancées, des restrictions, des règlements, des contraintes, un encadrement imposé au capital. On pouvait espérer qu'on ait là au moins quelque chose qui nous donne à penser qu'en militant plus radicalement à gauche, on pouvait faire bouger un peu ce centre-gauche qui ait une parole, qui soit capable, au fond, d'enregistrer, de prendre sur lui ses revendications. Mais du moment qu'il n'existe plus, parce que le rapport de force avec le capital n'y est plus, mais parce qu'il a abdiqué aussi, parce qu'il est écrasé par le pouvoir des entreprises multinationales, ou se dit-elle, on se trouve privé de quelque chose. Oui. Et qui détient encore vraiment le pouvoir dans nos pseudo-démocraties libérales? C'est peut-être un peu excessif, mais pourquoi pas? Je veux dire, penser, c'est aussi de provoquer des chocs. Ensuite, on nuance, évidemment. Mais j'ai parlé d'un totalitarisme pervers. Bon, je m'y suis intéressé par rapport à une étude que j'ai faite sur une entreprise qui s'est elle-même appelée Total. Il faut le faire. C'est quand même intéressant. Au moment où Hannah Arendt écrit sur le totalitarisme, on a une entreprise qui se dit, tiens, notre marque, ça va être Total, parce que nous aussi, on n'est pas juste une petite Française dans son coin, on fait partie de cette espèce de totalitarisme des sociétés pétrolières mondiales. On est la 8e des 7 sœurs, disait-on à l'époque, et on veut faire partie de cette espèce de cartel qui régit, au fond, tout le secteur de l'énergie dans le monde. En travaillant sur ce cas d'étude pour penser
le pouvoir de la multinationale aujourd'hui. Évidemment, je suis tombé sur des bouquins de Benjamin Barber et d'autres qui disaient attention, le terme totalitarisme, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, c'est un terme réservé à des régimes terribles, hein, le stalinisme, le hitlérisme, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit en même temps, il est dommage de se priver d'un terme, parce que s'il fallait comme ça breveter les termes, enfin, les consigner quant à des cas historiques très précis et s'en priver du reste, bon, on serait toujours tenu d'inventer des néologismes, mais on perdrait au fond le lien entre des réalités historiques, ne serait-ce que pour faire des analogies. Alors, j'ai entrepris d'adjectiver le terme totalitarisme en disant, bon, effectivement, il y a eu au début enfin, dans la première moitié du 20e siècle, très clairement des totalitarismes psychotiques, où là, d'une manière imposante, des pouvoirs dictatoriaux imposaient un ordre qui presque entièrement gagnait la totalité de la société, l'appellation totalitaire, quoi. Non, mais sur un mode tonitruant. Il fallait vraiment être distrait en Allemagne pour ne pas comprendre qu'il y avait un donneur d'ordre, là. Bon, aujourd'hui, on est passé à un autre régime de totalitarisme, puisqu'une entreprise se réclame de ce terme. Hein, c'est ce que j'ai appelé un totalitarisme pervers, où qu'il est presque impossible de décapiter. Comment vous décapitez un pouvoir qui s'est comme ça introduit dans les relations sociales les plus fines, qui a diffusé son pouvoir? Vous pouvez avoir le PDG d'une des sociétés les plus pétrolières les plus importantes du monde qui meurt sur une piste de décollage à Moscou sans que ça affecte la structure. Vous pouvez avoir 2 tours qui accueillent chaque jour des travailleurs et experts dans le domaine de la finance qui s'écroulent sans que ça affecte le fonctionnement, parce qu'il s'est complètement diffusé entre toutes sortes de menues relations, y compris d'ordre informatique, en nanosecondes. Et il est très difficile, au fond, de savoir qui mène, qui décide, qui est souverain. C'est là la question de la souveraineté se pose de manière aiguë. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la souveraineté est réfractée. Elle n'est pas, au fond, le fait d'un roi ou d'un décideur qui a entre les mains le pouvoir de la décision comme ça, effective dans l'histoire, mais elle est diffusée au moins entre 4 grandes réalités. Il y a 4 types de souveraineté, au fond, qui se disputent la décision qui a des répercussions historiques effectives. Bon, la première, c'est encore quand même les pouvoirs publics, les États qui peuvent encore nous dire qu'on ne peut plus fumer dans les lieux publics, que désormais, il y a tant de fonctionnaires qui seront au chômage, qu'il y aura une interdiction à la frontière pour tel type de sujet. Bon, il y a encore un pouvoir. Bon, on peut aussi subventionner les créations d'emplois au sein des grandes entreprises. On peut décider de choses. Donc, il y a un pouvoir de décision. On peut ramener la souveraineté à cela. Il y a aussi ce que j'ai appelé la souveraineté offshore. C'est-à-dire que dans les paradis fiscaux, on a des acteurs qui administrent quand même des milliers de milliards de dollars qui échappent au contrôle public, et pas seulement à l'impôt, mais au contrôle public, à la loi, hein, et qui peuvent de là se transformer en investissement dans le domaine de l'armement, de la corruption politique, de trafic de tout genre, trafic de drogue, métisser des comptes, métisser, comme le montre très bien le juge français Jean de Maillard, ce qui relève de la criminalité, de ce qui relève de la gestion licite. Bon, on a une troisième souveraineté qui est la souveraineté du peuple. Mais la souveraineté du peuple sur un mode plus sociologique, effectif, les manifestations, les gilets jaunes, la pression, les grèves, ainsi de suite, des manifestations aussi un petit peu spontanées, quoi, qui peuvent créer un pouvoir. Et on peut parfois ne pas prendre, c'est pas toujours vérifiable, on peut ne pas prendre une décision parce qu'on craint une réaction populaire. C'est une forme de souveraineté, on pèse dans l'histoire. Bon. Et il y a une quatrième souveraineté qui est plus philosophique, celle-là, que je dois à Georges Bataille, qui est au fond la façon un peu souveraine qu'ont ces 3 souverainetés-là de se composer. Une espèce de sort de l'histoire, une espèce au fond, d'incertitude quant à ces rapports-là qui fait que l'histoire mérite d'être vécue, si je puis dire, comme on le dit, de manière un peu plate pour la vie. Mais c'est simplement qu'on ne sait jamais, au fond, qu'est-ce qu'il adviendra de ces rapports de force entre 3 grands régimes de souveraineté. Et c'est cette 4e souveraineté qui est une sorte d'agencement fortuit, lui, lié au sort des choses, comme Georges Bataille en parle si bien. Est-ce qu'il est encore possible de vivre en démocratie, c'est-à-dire de faire vivre le débat, si on n'a plus accès au sens des mots, si on est poussé à la concurrence, si on est abreuvé de propagande à tout va? Je veux dire, le mot démocratie est un mot
un mot bien chargé. J'ai eu comme directeur de thèse Jacques Rancière, je suis comme lui, je ne crois pas que le mot démocratie soit le nom d'un régime, c'est le nom d'un principe. Et là où il en parle le mieux, Rancière, de la démocratie, dans son choix d'expression, là, pour faire mouche tout de suite, c'est dans ce petit livre d'entretien qui est La méthode de l'égalité, je crois, où au fond, il ramène la politique à un champ de pensée commune où, dit-il, ne prévaut nulle compétence spécifique. Bon, le problème du régime, notamment électoral, qui est le nôtre, c'est qu'il favorise une compétence, c'est la capacité à prendre le pouvoir. Vous avez partout dans le monde des Jacques Chirac, des gens comme ça qui sont très, très bons pour prendre le pouvoir, mais qui ne savent pas quoi en faire du moment qu'ils l'ont, quoi, parce qu'au fond, ils ont cette espèce d'appétit pour la joute, mais qui ne sont pas néanmoins des grands politiques. C'est ce qui faisait dire à Rancière, parce que si nous étions finalement démocrates, nous préconiserions le tirage au sort, parce au moins pour le Sénat, au moins pour une chambre, pour faire valoir, au fond, le fait que la politique, c'est l'affaire de tout le monde, parce qu'il n'y a pas de compétences spécifiques. Il n'y a personne qui est plus compétent qu'un autre, en principe, pour faire valoir, au fond, telle ou telle décision. Et on a connu ça en France, dans ce comité sur le climat qu'a créé Emmanuel Macron avec un tirage au sort, où là, tout d'un coup, on s'est essayé à la démocratie. Où, là, des gens de partout qu'on a informés sur un mode très ouvert aussi. C'est-à-dire qu'on a, au fond, investi d'une autorité, enfin, aussi minime fût-elle, pour qu'ils réfléchissent à des décisions que pourrait prendre l'État quant à l'enjeu écologique. Et à la surprise générale, je veux dire, ça allait loin. Les initiatives qui étaient suggérées étaient conséquentes. Et c'est la raison pour laquelle, après ça, on a mis de côté cette expérience, parce qu'elle était trop démocratique, quoi, justement. Ce qui est intéressant avec l'idée du tirage au sort, c'est qu'immédiatement, dès qu'on en parle, elle saisit le citoyen d'une sorte de sens de responsabilité, dans le sens où, un peu comme pour une loterie, on se dit, mais ça pourrait être moi. Même s'il y a plus de chances dans son parcours de vie qu'on ne soit pas l'élu, on se dit, ça pourrait être moi. Alors, combien de gens, évidemment majoritaires, estiment aujourd'hui qu'ils n'auront jamais un mandat électif parce que ça ne leur tente pas, parce qu'il suffit de voir que même les maires de France se plaignent qu'ils sont déprimés, bon, ainsi de suite, que cette charge-là n'est pas attirante lorsqu'on la vit sur un mode partisan. Lorsqu'on la vit sur un mode partisan, le monde partisan attire très peu de gens, finalement, attire un certain profil sociologique, beaucoup d'avocats d'ailleurs. Bon. Donc, du moment qu'on se dit, mais ça pourrait être moi, bon, on s'intéresse à la politique autrement. Puis on s'intéresse peut-être aussi à ce que fait ce conseil, quoi. Mais il faudrait vraiment le penser pour qu'il soit à l'abri du lobbying, des influences, qu'il ait le temps de se renseigner. Vraiment, on aurait une chambre qui pourrait être... Bon. Et là, il y aurait comme une dimension démocratique à la vie publique. Mais sinon, on est très clairement dans une oligarchie. C'est tellement... Ça crème les yeux. Le simple fait de dire que notre régime est capitaliste montre qu'il n'est pas démocratique, c'est antinomique, tout simplement parce que le capitalisme concerne le capital, c'est pas excessif de le dire, c'est dans l'expression. Bon, et le capital, ben, c'est l'apanage d'une infime minorité de gens. Le capital, c'est même pas de l'épargne. Le capital, c'est des actifs excédentaires dans un volume tel qui permet une action de pouvoir indépendamment de ses propres dépenses. Bon. Donc, vous avez des capitaux lorsque vous êtes capable de peser sur le cours historique des choses, ce qui est le fait de très, très peu de gens. Très peu de gens ont des capitaux. Et le isme, du capitalisme, désigne toutes les institutions de pouvoir, les institutions juridiques, les institutions sécuritaires, les institutions d'enseignement, qui favorisent la croissance de ce capital-là, capital que détient seulement une minorité de gens. Vous avez établi aussi une typologie assez parlante pour présenter les positionnements des personnes dans une société médiocratique. Le cassé, le médiocre par défaut, le médiocre zélé, le médiocre malgré lui et le résistant. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, c'est que la médiocratie constitue...
un régime objectif, là, au sens où lorsqu'on agit socialement, ben, l'idéologie ne consiste pas tellement en des mensonges, en un spectacle ou en de la propagande, mais l'idéologie, au fond, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en un trousseau de clés. On donne au sujet, lors de son éducation, le trousseau de clés pour lui expliquer comment il peut performer dans ce monde-là. Tu n'es pas obligé d'utiliser le trousseau de clés, mais si tu veux performer dans ce monde-là, c'est mieux de ne pas trop militer, c'est mieux de parler de partenariat, de développement durable, de gouvernance, ainsi de suite, de développer tout un vocabulaire, tout un savoir-faire. C'est mieux de faire du design et du marketing que de l'historiographie, voilà, sur, je ne sais pas, les mouvements marxistes italiens. Bon, ainsi de suite, on donne un trousseau de clés. Et ensuite, il faut apprendre à se comporter. Et toutes et tous ne sont pas au même plan en ce qui concerne ce rapport à instaurer avec des pouvoirs. Et il y aura, celles et ceux qui prennent au pied de la lettre les injonctions, en se persuadant que c'est ça qu'il faut faire. Et ce qui est une forme névrotique quoi, de rapport, où on se reproche à soi-même toujours de ne pas être assez médiocre, finalement, c'est-à-dire de ne pas être capable de faire exactement les choses telles qu'elles sont formatées par des consignes, et qui sont parfois impossibles. Et là-dessus, j'aime beaucoup le travail du réalisateur Jean-Robert Vialet sur l'entreprise Carglass, où il montre des pauvres employés dans la téléphonie, enfin dans les centres d'appel, se faire dire continuellement qu'il faut qu'ils soient innovants, qu'ils jouent le jeu, qu'ils comprennent dans quoi ils sont, qu'ils aient de l'initiative, mais en même temps, il y a un script. Il faut que tu sois innovant en suivant le script. Donc, si tu es innovant, on dit que tu n'as pas suivi le script. Si tu suis le script, on dit il faudrait quand même que tu mettes un peu du tien. Bon, c'est complètement fou. Bon, il y a des scènes comme ça, et là, il y a des gens là-dedans qui se disent moi, je ne peux pas, je me casse. Et je serai éternellement celui qui est à la marge, qui est le pique-assiette, qui dépend un peu des amis qui, eux, jouent le jeu, qui se débrouillent. Bon, je pourrais me regarder dans la glace, je ferai des trucs dans mon coin, mais je ne suis même pas capable d'essayer. Bon. Et le sujet qui lui, va se convaincre que c'est ça qu'il faut faire dans la vie, puis si on veut réussir, c'est qu'on est dans le coup. Et c'est peut-être même la personne parfois qui va en rajouter, qui apporte une botte de chocolat aux collègues, qui dit des bons mots à tout le monde, qui veut que ça marche, qui est vraiment enthousiaste, mais d'une manière aliénée, quoi, névrotique. Bon, il y aura ensuite, je ne sais pas comment je l'avais appelé à l'époque, mais je dirais le médiocre authentique, c'est-à-dire le manœuvrier. L'avenir est à lui. C'est la personne qui n'a aucune conviction, aucun principe, qui voit tout sur un plan stratégique. Tout n'est qu'échiquier. Avec qui je m'acoquine, de qui je me distance. Et on se lève le matin en pensant à tout ça. Évidemment qu'on a le dessus sur les gens qui ont une vocation, qui ont des principes, parce qu'ils travaillent en fonction d'un axe qui peut parfois les désavantager. Mais qu'on n'est que dans le domaine du leurre, du mensonge, du prêt-à-porter, des phrases de circonstance. Eh bien, on gravit les échelons. Et c'est impressionnant. Et puis, bon, voilà, il y a ce personnage-là qui est finalement l'opportuniste, et qui doit être en quelque sorte dépourvu de scrupules pour opérer. Bon. Il y aurait ceux que je plains le plus, c'est les médiocres malgré eux. C'est des gens qui essaient de changer les choses de l'intérieur, qui vont éventuellement militer au syndicat simplement pour ventiler, qui essaient... parfois, sans que ce soit nécessairement du sabotage, mais de faire valoir des choses indépendamment des consignes. Et il y a Lawrence Peter qui avait bien parlé de ça là, dans le dernier tiers du 20e siècle, là, le principe de Peter. Là, il n'était pas très modeste, là, il désignait ses théories d'après son nom. Mais c'était le phénomène d'incompétence où il parle vraiment de l'enseignement. Puis c'est l'histoire de cette enseignante qui hérite de la classe en difficulté, qu'on méprise évidemment du point de vue de l'institution, à qui on confie des tâches manuelles, très peu de français, très peu de littérature, très peu d'histoire. Et cette institutrice arrive, puis il prend le programme adapté à ses cancres, le met à la corbeille, et il les regarde dans le blanc des yeux, puis se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et finalement, ces enfants-là, à la fin de l'année scolaire, obtiennent les meilleurs résultats de l'école. Et on congédie l'institutrice en disant, tu n'as pas suivi le programme. C'est ça la médiocratie. Et ces personnes-là, en fait, souffrent parce qu'elles ont des bouches à nourrir, une hypothèque à payer, je ne sais pas, un monde à vivre. On est là, on est coincé là, on ne s'imagine pas nécessairement ailleurs, ou capable d'aller ailleurs. Et on souffre de comprendre
que ce qu'on fait est aberrant. Je reviens à Graeber avec ce qu'on n'a pas traduit en France, parce qu'en France, on ne traduit pas, je ne sais pas pourquoi, mais les bullshit jobs. Bon, les emplois dénigrables, quoi. Là, on sait que ce qu'on fait est triste. C'est les passions tristes, là. C'est moche. Et on persiste néanmoins parce qu'on est dans le régime de la médiocratie, puis là, il faut jouer un peu un double discours, et c'est ces gens-là qui craquent. Et pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est aussi ces personnes-là qui, dans l'anonymat le plus complet et dans l'opprobre dans une réunion, vont dire non alors que tous les moutons disent oui. Non, je n'utiliserai pas ce terme-là. Non, je ne vendrai pas ce produit-là à telle ou telle clientèle qui n'est pas concernée par lui. Non, je ne dirai pas ceci à tel partenaire. Et ces gens-là finissent tablettés, congédiés, ostracisés. Et ce sont les héros de la banalité du mal. Ce sont nos héros modernes. Bon, et puis, personne n'est là pour les féliciter, faire des likes, donner des médailles. Bon, ces gens finissent dans la solitude et probablement dans les antidépresseurs, alors que ce sont les gardiens qui n'ont pas de statut, bon, non plus. Et puis, les gens qui sont ouvertement critiques, là, dont j'essaie de faire partie, mais je pense que c'est ce qui vous intéresse ici, c'est-à-dire ouvertement s'inscrire en faux. Et là, on risque beaucoup de choses. On risque des procès, on risque la marginalisation, on risque les sobriquets, on risque les polémiques, on risque le mépris, mais on gagne en dignité. Alors, même si le diagnostic de l'état du monde est indispensable, plus on prend connaissance des problèmes, plus il y a une question qui apparaît. Ça va être, oui, mais quoi faire? Cette question, vous tentez d'y répondre, notamment en prenant appui sur la dévastation des écosystèmes, sur les crises des ressources. Alors, quel est votre diagnostic? D'abord, nous sommes à l'ère de l'inouï. Les questions que nous avons à nous poser sont inouïes. Du point de vue de celles et ceux qui se les font présenter d'une certaine manière, qui est celle des sciences exactes. Heureusement qu'elles sont là, hein, le GIEC, l'IPBES, la revue Nature, les océanographes, les climatologues, ainsi de suite. On se fait dire que jamais, depuis des millions d'années, a-t-on assisté en perspective à une telle extinction des espèces depuis des millions d'années. Situez-vous par rapport à ce qui ne s'est pas produit depuis des millions d'années. Le climat n'a jamais été autant bouleversé que depuis 10 000 ans. C'est ça notre échelle. Et l'accélération à laquelle se produit ce dérèglement-là, lui, est inédit depuis des millions d'années aussi. Bon, dit-on, spécule-t-on. C'est inouï. Inouï. Ça n'a jamais été entendu. C'est inédit. Et peut-être même indicible. Bon, c'est inouï. C'est donc angoissant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas penser la chose. Moi, je m'inscris vraiment en faux contre l'adage, voulant que comparaison ne soit pas raison. Raisonner, c'est comparer. Et Paul Venn en parle très bien, comparer avec, pas comparer à, c'est-à-dire voir à travers des occurrences qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui relie. Bon. Mais c'est ça, penser. Hein. Quand on pense, on est toujours en train d'être face à quelque chose qui nous fait penser à tenue vestimentaire, situation politique, peu importe, ça nous fait toujours penser à. C'est comme ça qu'on pense. Quand quelque chose nous fait penser à. Mais qu'est-ce que vous dites quand quelque chose vous fait penser à rien? Parce que cette chose-là inouïe, radicalement inédite. Le réchauffement climatique offre une perspective de catastrophe en Syrie face auquel les États en auront plein les bras. L'extinction de 80% des espèces, nous dit l'IPBES. 1 million. Moi, quand j'ai entendu ça, je pensais que tout allait s'arrêter. Mais non, on a continué avec la météo, le sport, ainsi de suite, bon, la variété. Mais 1 million, vous vous rendez compte, hein, du point de vue de l'agriculture, de la chaîne alimentaire, et puis même de la santé, et de la santé publique, parce que cela nous expose à des zoonoses, ainsi de suite. Et puis, on ajoute à ça
le fait que les énergies, les sources d'énergie qu'on extrait ne sont pas renouvelables, les minerais non plus, donc il arrivera un monde qui devra complètement s'organiser autrement. Une perspective aussi inouïe entraîne quoi? De l'angoisse. Beaucoup plus que de l'anxiété. L'anxiété, c'est de surinvestir un objet qui est identifié. Là, l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est éprouver un malaise face à qui est rattaché à aucun objet. Et par objet, j'entends un objet de la pensée, pas la table, pas quelque chose de physique, un objet de la pensée, un dessin. D-E-S-S-E-I-N, un dessin. On est privé de dessin. Écologiquement, nous sommes sans dessin. Bon. Et donc, quel est le réflexe psychique dans des moments pareils? De quasi-panique, de désarroi, de malaise, de trouble, comme dit Donna Haraway, ce sont les objets de substitution. C'est cette énergie psychique-là qui nous rend mal à l'aise, qui nous trouble, qui nous perturbe. Elle doit se rapporter à quelque chose. C'est l'économie psychique. On doit investir un objet pour dépenser ces affects-là, cette énergie psychique-là. Là, on va trouver les boucs émissaires de l'extrême droite, ou on va surinvestir des identités sociétales sur un mode tout à fait microscopique et infime, ou on va trouver des objets de conversion, comme le développement durable, le fait que, heureusement, il n'y a plus de paille en plastique au Starbucks, donc voilà, quelle grande avancée. Bon, on va se rabattre sur des éléments synecdotiques, là, où tout d'un coup, la partie est censée valoir pour le tout. Et on va se conforter. Mais évidemment que ça ne fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids. Pourquoi? Parce que tous ces objets-là de substitution ne sont pas à la hauteur du problème et on le sent bien. Donc, on retourne à la case angoisse parce qu'on voit bien qu'ils ne nous donnent pas de prise. Ils nous distraient, c'est tout au plus. Et ils nous consolent. Mais en fait, force est d'admettre qu'il faut passer par ce stade de l'angoisse et l'assumer. L'éco-angoisse, l'éco-anxiété, sont un signe de santé mentale. Alors, si vous marchez dans une forêt, vous rencontrez un grizzly en colère, c'est une bonne idée d'avoir peur. Parce que là, on est face à un danger. C'est ce qui concerne nos civilisations. Ce qu'on est appelé à faire, c'est à se donner des objets de pensée qui sont à la fois lucides pour nous persuader de leur pertinence et gais. Comme vous dites, c'est quand même une question qui génère beaucoup de peur et de colère, mais à force d'avoir voulu dépolitiser tous les discours en s'en remettant à une pseudo-neutralité scientifique, la science elle-même, maintenant, traverse une crise de légitimité. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour redonner confiance aux gens? Distinguer science et politique. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que les deux domaines ne doivent pas s'intéresser l'un à l'autre, évidemment. Mais rompre avec ces organes de type GIEC ou EPBES qui sont à la fois scientifiques et politiques. Là, je le dis comme tel à dessein parce que je l'agglutine à l'allemande. C'est comme un seul SEM, scientifique et politique. C'est une espèce de siamois, pas possible, où l'un et l'autre se nuisent. Parce que tout d'un coup, la politique bride la science. Au GIEC, c'est clairement le cas. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Je me répète, mais c'est extraordinaire le nombre de phrases passives dans les rapports du GIEC. Les eaux se font polluer. C'est formidable, on n'a pas besoin de dire par qui. Du moment que vous tournez les choses ainsi, où les sujets sont complètement flous, l'activité humaine. Je veux dire, déplacer cette table-là, c'est une activité humaine. Ça ne veut rien dire. On est myope. On nous rend myope. Encore une fois, on nous rend myope. Bon. Donc, la science doit pouvoir être la science et débattre, parce que la science, ce n'est pas l'oracle qui nous clame une vérité un peu impénétrable qu'il faut essayer de comprendre. La science, c'est une série multiple de débats entre des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord et qui sont sans cesse en train d'ajuster leurs propos les uns par rapport aux autres. C'est ça la science. Il faut la laisser un petit peu tâtonner, un peu errer, un peu avec des balises. Et puis la politique, elle a un tout autre rôle. Et si la politique se voit comme étant ventriloquée par la science, elle ne parle plus. Elle ne parle plus un langage qui opère à l'échelle sociale. Si vous dites à des gens, là, depuis des millions d'années, jamais l'activité humaine n'a produit autant de perspectives catastrophiques. La preuve étant qu'on a dépassé le seuil de parties par million de particules redoutables, qu'on a franchi 7 seuils sur 9, que la température moyenne depuis le début de l'ère industrielle est de 2%. Ça ne parle pas.
C'est pas un objet politique, ça. C'est une politique appauvrie parce qu'elle se laisse ventriloquer par la science et ça lui permet d'ailleurs de se dégager de toute responsabilité, ce qui est le paradoxe aujourd'hui de la politique, parce que vous rencontrez à peu près aucun politique de carrière qui n'essaie pas de se dégager de toute responsabilité, même quand les finances de son parti vont mal, puis quand même les élections de son parti sont truquées. Ces types-là ne sont pas capables de gérer leur parti, mais ils veulent gérer le pays, puis ils trouvent ça tout à fait normal de nous faire passer ce discours-là. Bon, bien, on rentre là-dedans, ce qui concerne le climat, et c'est ça qui angoisse. C'est qu'on n'a pas d'objet. Et l'objet, il doit être à la fois lucide et gai. Lucide. C'est-à-dire qu'il doit nous convaincre. C'est ce dessin, ce discours, ce concept qui reste à élaborer. Hein. On avance parce que, soyons indulgents, ça prend du temps de créer des concepts, surtout quand on nous a complètement écrasés puis mis à zéro. Il doit être lucide dans la mesure où on comprend que par lui, on a une prise, on n'est pas en train de fuir, on est en train de se mesurer. Bon. Mais il ne doit pas être accablant. Nous croyons, c'est un fonctionnement même du langage, en des sèmes qui annoncent une perspective et qui constituent des objets de la pensée au sens où c'est ce sur quoi la pensée porte pour motiver l'action, et pas simplement pour générer un braquage. L'autre point de blocage, c'est toute la récupération de la cause écologique, y compris d'ailleurs par des grands groupes industriels polluants, même Total, que vous avez beaucoup étudié, se dit favorable à la transition écologique. Alors, ça a de quoi semer la confusion, tout ça, non? Bien sûr, encore une fois, parce que là, je me réfère à Jean-Baptiste Fressos qui en a parlé le mieux. C'est un de ces... de ces syntagmes trompeurs qui donnent à penser quelque chose quand même. Et cette expression-là, je trouve que c'est la plus malhonnête, en fait, parce qu'elle donne très clairement à penser qu'on va passer d'une chose à une autre. C'est ça, une transition, alors que c'est une addition. Et là aussi, on constate à quel point la rhétorique, le marketing, les relations publiques ont pris le dessus, parce que le verdissement, en quoi consiste-t-il? À développer un discours a posteriori, de type vert, quant à des décisions qui sont prises, quant à des motivations qui n'ont rien d'écologique. Du point de vue de l'exploitation pétrolière, aujourd'hui, on racle les fonds de tiroir. C'est fini, là, ces espèces de poches géologiques prêtes à être cueillies comme un fruit mûr, où on plantait une paille industrielle, puis moyennant des infrastructures qu'il fallait amortir, dont il fallait amortir les coûts sur quelques années, ils généraient comme ça des capitaux à flux tendu. Aujourd'hui, il est très coûteux d'exploiter les richesses pétrolières ou gazières. Il faut, en Alberta, chauffer le sol pour générer cette espèce de matière visqueuse dégueulasse, en polluant abondamment au détriment des cris du Rubicon, pour avoir cette matière qui peut encore aujourd'hui être bénéfique sur le marché, mais le coût est constant. Quand il vous faut 3 barils de pétrole pour en exploiter 5, vous vous rendez compte qu'on est à la limite de la folie, là. Et lorsqu'il faut continuellement mobiliser des camions, des infrastructures pour produire, on se rend compte que l'important pour une société qui se dit maintenant énergéticienne, c'est de diversifier ses sources. Donc, c'est pour cela qu'on le fait. C'est pour maintenir, enfin, répondre à la demande et surtout l'encourager et continuer d'engranger des bénéfices sur des transactions de produits pétroliers en diversifiant les sources. Après ça, on va dire, on donne dans le vert. Parce qu'on a additionné notre portefeuille de richesses énergétiques avec l'éolien, le solaire, ainsi de suite, sans jamais dire que pour fabriquer les infrastructures qui transforment le vent en énergie ou les rayons solaires en énergie, il faut tellement exploiter de minerais, ça va être tellement polluant qu'on n'est en rien engagé dans quelque chose qui serait vaguement écologique. Là, c'est qu'on est simplement en train de diversifier ces sources d'énergie parce que le pétrole qu'on se contentait d'exploiter avant ne suffit plus. Vous montrez justement qu'il y a aussi un risque d'épuisement des ressources qui va remettre en cause tout notre système économique. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on voit une grande indolence de ce même système économique alors qu'il est visiblement très menacé? Je me demande.
je me demande s'il n'y a pas un phénomène d'une part de cupidité qui renvoie au court-termisme ou une simple incapacité à penser autrement que dans les règles du marché, mais une incapacité authentique. Parce que quand on se fait poursuivre par une entreprise minière, comme ça a été le cas, et qu'on voit un PDG, un vice-président d'entreprise fonctionner, et qu'on entend, on voit ce monstre d'un coup s'intéresser à soi et nous parler, bien sûr qu'on constate son pouvoir financier extraordinaire. Mais on constate ses lacunes aussi, sa bêtise, ses préjugés, son ignorance, son incompréhension des affaires du monde, puisque tout a été calibré et entendu par le prisme du capital. Et donc, on peut, l'effet dans le totalitarisme pervers, on peut se questionner vraiment sur la limite, sur un plan intellectuel et moral des gens qui dirigent. Ce n'est pas simplement des cyniques qui disent on est les maîtres du jeu, on est au-dessus de tout, on va faire ceci, on va faire cela. C'est qu'ils se trouvent enfermés dans ce qu'ils ont produit. Ce sont des docteurs Frankenstein qui sont pris avec la monstruosité qu'ils ont déployée sur un plan objectif. Dites que vous allez diminuer vos investissements par 10. Essayez de tenir, parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire quant au sort de la planète. Bon, les premières à s'affoler sont les sociétés d'assurance, parce qu'elles sont là au front des impacts. Mais ma crainte, moi, je continue d'être polyglotte politiquement, puis de suivre ce qui se passe du point de vue de ce qui reste de rapport de force entre les États et les entreprises privées, même si on ne voit plus grand-chose. Quant au recul, aux avancées des pouvoirs publics quant à leur capacité de contraindre les entreprises, les négociations, les COP, les sommets. Mais bien honnêtement, je veux dire, il faut aussi penser selon d'autres perspectives, parce qu'on voit bien que les échecs s'accumulent depuis des décennies et que tout ça finit par ressembler à des mascarades parce qu'ils sont veules, parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils se tiennent par la barbichette, ils sont interdépendants, pour le dire plus sérieusement. Donc, cela nous donne à penser que c'est à travers des crises que les choses avanceront. On ne le souhaite pas, mais si on est minimalement lucide, on se dit que c'est à Valence aujourd'hui que des gens prennent conscience qu'ils sont exposés aux conséquences du réchauffement climatique et qu'en cela, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont en situation de déréliction politique. Et même quand ils crèvent, on ne vient pas à leur secours. Et là, ça crée une conscience politique nouvelle de type régional. Là, on se dit, on est laissé à nous-mêmes, donc on aura peut-être intérêt, d'une part, à s'organiser entre nous, à cesser de penser que la mondialisation va continuer de nous amener des amandes de la Californie puis des raisins d'Afrique du Sud. Bon, et on se contente aussi en situation de déréliction parce qu'on voit que les États sont d'aucun secours quand ça va très mal, et que tout ce temps-là, finalement, ils n'étaient là que virtuellement, les pouvoirs publics. Et enfin, on comprend que le territoire qu'on occupe à une échelle régionale est ce qui nous reste et qu'on a intérêt à le chérir. Intérêt à chérir un territoire restreint dont on dépend et qu'il faut apprendre à réhabiter si on veut pouvoir tout simplement y vivre. Oui, mais en fin de compte, à qui profite vraiment le capitalisme? Aux détenteurs de capitaux, mais sur un mode frénétique qui est assez médiocre, en fait. Qui est assez médiocre dans le sens où on s'inscrit dans une logique qui est presque indépendante de soi. Marx avait raison de dire que le capitalisme n'est que de la personnification d'un régime qui l'emporte. Mais il s'en sort bien parce qu'il est là où les millions s'engrangent. Mais demander à l'un seul d'entre eux d'user de son pouvoir pour vraiment, radicalement modifier le cours des choses, et vous découvrez platement son impuissance.
Et dans ce cadre, que pensez-vous de l'injonction qui est faite régulièrement aux individus de faire eux-mêmes des efforts et des petits gestes pour sauver la planète? Euh, il est à peu près établi que les gestes individuels qu'on peut faire pour améliorer la situation concourent à améliorer la situation à hauteur de 30 à peu près. Disons, dans le cocktail de solutions, si tout le monde fait sa part, c'est 30 Ben maintenant, il y a les grandes entreprises. Il y a aussi toute la pression pour la demande. Quand vous êtes soumis à 30 000 sollicitations publicitaires dans une journée et que vous flanchez 3 fois en disant non de 29 997 fois à tout ce qui vous est suggéré, parce qu'il est bien normal qu'à un moment donné, vous craquiez, ben, vous faites encore tourner cette machine-là. Il y a aussi un autre problème qui est très grave et dont on peine à prendre la mesure, c'est que le réchauffement climatique est un phénomène autonome et exponentiel. Autonome, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, qu'on se terrerait dans des sous-sols et qu'on mangerait de la luzerne pendant des années pour avoir une empreinte presque nulle, le phénomène se poursuivrait quand même de lui-même. Ces actions-là, oui, faisons-les, pourquoi pas, mais le problème, c'est quand elles deviennent des objets de substitution. C'est-à-dire qu'on finit par se convaincre qu'on est en train de régler le problème, alors qu'on agit vraiment à la marge. Maintenant, ce type de changement pourra compter si enfin on met en place des politiques conséquentes quant à tous les aspects du problème. Il n'y aura pas une solution. On constate aussi que les éléments de notre vie qui sont menacés par la crise écologique sont aussi des éléments qui continuent à faire tourner le capitalisme mondialisé qui nous aliène. Vous prenez l'exemple de la surabondance quasi pathologique d'objets dans notre vie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'une pierre deux coups à mener avec ce combat? J'ai toujours en tête cette capsule publicitaire qui a été diffusée chez nous d'une entreprise dans le domaine de la quincaillerie qui s'est mise à vendre des objets électroménagers. Bon, puis la publicité nous donne à voir une dame qui, comme ça, apporte dans une ville de banlieue américaine ses déchets au coin de la rue et qui constate que tous les voisins ont destiné à la déchetterie leurs appareils électroménagers. Tous. Laveuse, sécheuse, lave-linge, lave-vaisselle, voilà. Et là, elle ne comprend pas, puis il y a un sympathique voisin en face qui lui explique « Non, non, vous ne comprenez pas, c'est que telle entreprise a décidé maintenant de vendre des appareils électroménagers. » Donc, la logique, c'est que tout le monde va bazarder son truc pour avoir l'appareil dernier cri. Et le marketing nous engage dans ce type de direction-là, évidemment d'une manière martelée, pendant qu'une fois de temps en temps, on va entendre, sur un plan un peu moraliste, quelqu'un dire « Mais faites attention quand même ». Bon, effectivement, on se retrouve en fait dépendant de toute une architecture extrêmement complexe, où dès qu'on branche un appareil dans la prise de courant, cet appareil-là est connecté à toute une série d'infrastructures polluantes. Et en cela, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on pense tout autrement, c'est-à-dire que sur un plan autonome, il faudra apprendre à se débrouiller, parce qu'on n'aura pas toujours accès à ces infrastructures-là et à ces biens de consommation qui nous parviennent à flux tendu, de telle sorte qu'on a l'impression d'être dans une société d'abondance, qui est dans une société en fait d'hypothèque. Bon, ben, lorsqu'on prendra conscience de cela, il faudra regarder dans deux directions. D'une part, reprendre des savoirs anciens qui sont effectivement plus exigeants, un peu plus fastidieux dans le travail qu'ils représentent, mais plus gratifiants aussi, plus significatifs, moins angoissants. Puis il faudra aussi considérer que l'alternative ne nous renvoie pas, contrairement à ce que dit l'autre insignifiant, là, aux Amish. C'est pas vrai. C'est-à-dire que l'avenir est prometteur de 1000 inventions. Aujourd'hui, on pense par exemple à l'architecture à partir de paille compressée. Ce n'est pas plus inflammable que les matériaux qu'on utilise aujourd'hui. Ou encore la permaculture, qui permet de faire beaucoup plus avec une terre en la respectant que ce que faisaient nos ancêtres il y a 2 ou 3 siècles. On avance, la pensée avance. Tout ce qu'on appelle le low-tech, toutes les inventivités simples sont des façons d'avancer en se détournant radicalement de cette production d'objets qui nous détermine. Regardez le cinéma de Jacques Tati,
regardez les choses de Pérec, comme déjà on sentait comment les objets, en fait, nous prennent en charge. Et souvent, d'ailleurs, sont incapacitants, comme disait André Gortz. Ils nous rendent incompétents. On leur confie tout. Et du coup, on n'est plus rien. Et donc, l'avenir est annonciateur de moments où il faudra réapprendre à faire des choses élémentaires et à être inventif. Et c'est en cela que la contraction annoncée de la géopolitique de l'échelle de la mondialisation à la région, comme on le vit brutalement à Valence ces jours-ci, mais c'est un titre d'exemple, sera l'occasion de beaucoup de créativité. Et ce sera très stimulant. Et pour conclure, est-ce qu'on ne manque pas d'imagination, de contre-modèles qui seraient vraiment désirables, qui puissent nous permettre d'entrevoir ce que seraient nos vies débarrassées d'un monde fondé sur la production, sur la concurrence et sur la dévastation de la planète? Oui, l'écologie politique est en mal d'objet. Mais le dire, c'est pas manquer d'indulgence. C'est fastidieux, c'est long, créer un objet de pensée, un dessin, ça se fait pas comme ça. Mais malheureusement, nous sommes pris dans une course contre la montre. Et il nous faut nous donner des objets. Mais comment vous pensez quand, depuis des millions d'années, n'est pas survenu ce à quoi vous êtes confrontés? D'une part, la philosophie travaille à nous donner des objets, les penseurs aussi, les militants. Par exemple, la biorégion est pour moi un objet structurant, roboratif, vivifiant. On se dit, à travers ces difficultés-là, qu'il ne s'agit pas de nier, il y a des perspectives d'action qui font qu'on n'est pas le petit chose qui se demande quoi faire face à ce monde terrible qui nous laisse impuissants. Je suis assez surpris, moi, de voir que la question « que faire » était source de révolution il y a 125 ans, 150 ans, qui aujourd'hui, au fond, une phrase accablante. « Qu'est-ce que je peux faire, moi? » C'est comme si on était passé de Lénine à Calimero lorsqu'on la soulève. Donc, non, c'est de se donner des objets. Et pour penser la situation, en appeler aux artistes et aux écrivaines et écrivains. Parce que pour, au fond, nous donner des objets de référence qui nous manquent, puisque l'histoire n'en prévoit pas, il est à souhaiter que de plus en plus d'artistes nous donnent des éléments de pensée qui nous permettent de prendre appui sur des perspectives, des scénarios, des possibles. Comme le font Antoinette Richner ou Andy Goldsworthy et d'autres artistes ou écrivaines qui proposent en quelque sorte des points d'appui. On peut à partir de là, parce que sinon on va toujours revenir à l'apocalypse. Et ça va nous donner ce que nous propose le cinéma d'Hollywood, des scénarios terribles, absolus. C'est comme si c'est le seul référent qui vient tenir lieu de ce qui nous manque. Bon. Et à partir du moment où nous nous donnerons des objets, nous serons capables d'une action parallèle à ce qui se produit du reste et qui n'est pas toujours encourageant. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien extrêmement riche. N'hésitez pas d'ailleurs à nous soutenir aussi en vous abonnant à la chaîne, en vous abonnant à notre site internet, illucide.media, pour qu'on puisse vous proposer d'autres interviews de cette qualité. Alors, je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Ce qui m'a surpris quand j'ai pensé à cette question récurrente là, chez vous, c'est à quel point rien ne venait spontanément à mon esprit. Sinon qu'un intérêt pour la question elle-même, ce qui est peut-être un travers de ceux qui ont une formation en philosophie. Dire, ça me pose toute la question du statut de l'information. En quoi consiste une information? Et je me suis tout simplement demandé si, au fond, informer, au-delà de réalités strictement factuelles, là, par exemple les dernières données sur le taux de chômage en France, indépendant de ce type de données-là, strictement factuelles, au fond, en quoi consiste informer? Est-ce qu'informer consiste seulement à produire ou suggérer des données ou des idées qui font passer un interlocuteur de l'ignorance à la connaissance? Est-ce que c'est si simple? C'est la question que j'ai pensé à ce moment-là au livre de Jean-Pierre Winter, « Transmettre ou pas », où, au fond, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, au fond, qu'est-ce qu'il en est de
ce que l'on sait à son insu, c'est-à-dire de s'enquérir de ce qu'on ne sait pas qu'on sait. Quand on aime un livre, très souvent, qu'est-ce qu'on se trouve à se dire finalement? Ce livre-là dit exactement ce que je savais. Et c'est ça aussi, dire, l'information ou la pensée, qu'on minimise. Souvent, on a l'impression que le champ de sa conscience comprend le quantum des informations qu'on sait, alors qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Alors, ce livre-là, il a mis des mots sur ce que je savais. Ce sont les livres qu'on préfère, d'ailleurs. C'est ceux qu'on apprécie le plus parce qu'ils nous ont donné un accès à ce qu'on savait. Et l'expérience, sur un plan politique, là, que j'ai pu connaître à ce plan-là, s'est produite lorsque je travaillais intensément sur la question des paradis fiscaux, là, que j'appelle plutôt les législations de complaisance. Et j'ai été surpris par un paradoxe, à savoir que nous, qui à partir de l'année 2000, un nous assez vaste, là, sur différents continents et pays, nous qui travaillions à partir des années 2000 à faire connaître le problème des paradis fiscaux, en l'expliquant, le vulgarisant, en faisant des documentaires, des livres, en étudiant des cas, nous qui travaillions à la question des paradis fiscaux, et moi qui le faisais d'une manière particulièrement interdisciplinaire, je me suis rendu compte que les paradis fiscaux, on en parlait dans le cinéma depuis Fritz Lang. Et là, je me disais, mais comment se fait-il qu'on s'esquinte à expliquer au public ce qu'il en est d'un phénomène dont il entend parler dans ses films depuis des décennies? Et là, je parle des films de série B, de genre pour les adolescents, autant que les films un petit peu plus fins, destinés au répertoire, en passant par des nanars, puis des films grand public. Et là, je me suis dit, mais c'est parce que le public sait. Il ne sait pas qu'il sait, mais il sait. Parce qu'il y va d'un principe de vraisemblance. Le cinéma d'Hollywood n'a jamais voulu faire la promotion de la critique des paradis fiscaux. Mais c'est une question de vraisemblance. Mettons que vous mettez en scène un politicien corrompu, un gestionnaire de multinationales, un trafiquant de drogue. Vous voulez le rendre sérieux? Si vous voulez le rendre sérieux, vous n'allez pas le munir de valises remplies de petites coupures. Vous lui donnez accès à des comptes à numéros. Il va en Suisse, il va aux Bermudes. Il parle du Luxembourg, des Caïmans, de Hong Kong. Et vous montrez ces lieux-là, vous les montrez. Et dans les années 60, 70, 80, le cinéma regorge de citations quant aux paradis fiscaux, par rapport à tous les aspects du problème, les législations de complaisance, l'immatriculation des navires, la corruption politique, le blanchiment d'argent, les fusions, acquisitions de multinationales, les jeux faits sur les bilans, tout y passe. Et donc, je me suis intéressé à la chose dans un bouquin qui s'intitule Offshore, puis un chapitre là-dessus. Puis chez nous, il y a un artisan de l'image qui s'appelle Alexandre Gingras qui a bien voulu, avec moi, faire un petit film là-dessus. On est allé chercher toutes les scènes qui concernent les paradis fiscaux dans le cinéma et dans la bande dessinée et dans le roman. Bon, et c'est surabondant. Bon, on rentrait à un moment donné dans une sorte de frénésie du collectionneur. Là, et ça a donné lieu à un film qui s'intitule aujourd'hui, qui est disponible en ligne, là, Les paradis fiscaux vus par Hollywood, mais qui pendant un temps s'intitulait « Je ne savais pas que je savais ». Et c'est finalement à ça que m'a fait penser cette question-là. C'est-à-dire qu'au fond, la chose qu'on sait le moins, finalement, c'est qu'on en sait beaucoup plus qu'on le croit. Bon, et qu'au fond, s'informer, c'est au fond s'ouvrir à ce que l'on sait. Et peut-être qu'on serait bien avisé à le faire plus volontairement. Peut-être se faire confiance, mais en tout cas, se rappeler qu'on en sait toujours plus que ce qu'on croit savoir.